Désormais, fournir une expérience client d'exception est un élément indispensable au commerce d'après-crise. Pour cela, il vous faudra traquer des erreurs d'UX et de parcours client dans tous les compartiments de votre relation client en ligne. Dans ce billet, nous faisons appel à l'expertise d'Olivier Sauvage, ou Expérience, et de Marie-Evelyne Gauze, d'Emarcis, afin de couvrir cette complémentarité entre UX et CX de la manière la plus exhaustive possible et de vous fournir une liste de choses à faire et à éviter en matière d'UX et d'expérience client, deux domaines fortement interconnectés dans notre monde digital et phygital. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, vous êtes bien sur les podcasts de Visionary Marketing. Aujourd'hui, expérience client, conseil UX et CX pour optimiser son parcours client avec Olivier Sauvage de Wexpérience et Marie-Evelyne Gauze d'Emarcis. Cet article est le troisième d'une série de 7 réalisés par Visionary Marketing pour le compte d'Emarcis, filiale de SAP, dans un dossier intitulé « Comment planter ou au contraire réussir son marketing digital ?» et destiné à souligner les mauvaises et les bonnes pratiques du marketing numérique. Retrouvez cette série sur vismktg.info/mktgdigital en minuscules. Le décollage spectaculaire de l'e-commerce sous la pression de la crise de 2020 a donné encore plus d'ampleur au sujet de l'expérience client. La vente en ligne représente désormais un marché gigantesque de 125 milliards d'euros en France, et attention, accrochez vos ceintures, et presque 6,5 fois plus au Royaume-Uni. Vous pouvez donc facilement imaginer ce que ça va être d'ici quelques années en France. L'expérience client, la fameuse CX, de ce fait, est indissociable de l'expérience utilisateur, UX pour User Experience. Fort de ce constat, nous avons dressé un panorama des erreurs à ne pas commettre et des solutions à mettre en place pour atteindre une expérience client d'exception. Pour cela, nous avons procédé en deux temps. D'une part, nous avons interviewé Olivier Sauvage, expert UX et CX bien connu de nos lecteurs et PDG de Wexpérience, qui nous prodigue ses conseils pour améliorer ces deux piliers de la relation client omnicanal et notamment en évitant les pièges les plus communs. Pour faire contrepoids à ce retour d'expérience, nous avons interviewé Marie-Evelyne Gauze d'Emarcis qui nous a confié ses recommandations pour remédier à ces erreurs. Voici donc en deux parties ce podcast du jour. D'une part, Olivier Sauvage, avec qui nous avons commencé par étudier le rapport entre UX et CX, et qui fait ressortir 17 erreurs majeures en UX qui ont un impact sur l'expérience client. Puis, nous poursuivrons avec Marie-Evelyne Gauze, qui balayera les aspects du cycle de vie et du parcours client, et qui nous a dispensé 4 conseils fondamentaux. Commençons tout de suite avec Olivier Sauvage. Eh bien, je suis avec Olivier Sauvage. Bonjour Olivier. Bonjour Yann. Je vais te parler à nouveau aujourd'hui sur ton sujet favori, l'UX, User Experience. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dans le temps, on parlait d'IHM, interface homme-machine. Alors, est-ce que c'est pareil que l'IHM, l'UX, ou est-ce que c'est différent? Pourquoi on a changé de nom? Pourquoi on a changé de vocabulaire? C'est une bonne question, Yann. J'avoue que j'ai pas vraiment la réponse à ça. Non, je sais pas vraiment en fait. Je pense que, comme toujours dans le marketing et dans le web, on aime bien utiliser les termes anglo-saxons. Et puis en fait, peut-être qu'au-delà de ça, c'est que UX, la User Experience, on parle plus d'expérience. Et donc l'IHM, c'est vraiment les interfaces homme-machine, femme-machine, les interfaces humain-machine, je sais pas, mais c'est vraiment ce qui concerne l'ergonomie des interfaces. C'était un terme qu'on utilisait beaucoup dans les années 80, 90, 2000, où on était encore beaucoup, on parlait encore beaucoup d'informatique. Puis l'UX est apparu parce que, en fait, on s'est bien parlé plutôt d'expérience, et l'expérience, c'est pas forcément que les interactions homme-machine, c'est aussi ce que va vivre l'utilisateur, ce qui se passe dans sa tête. Donc, par extension, c'est un peu la même chose en réalité, mais bon, disons que
le terme expérience est plus intéressant parce que du coup, ça permet de se plonger au profond de la psychologie de l'utilisateur et d'essayer de lui faire vivre des choses qui sont à la fois des notions, des sensations de facilité, d'aisance, d'accomplissement, etc. Mais ça peut être aussi des notions de satisfaction, de plaisir, d'aventure, d'histoire. Donc c'est plus large en fait l'UX que les IHM ou que l'ergonomie, et ça fait vraiment allusion à ce qu'on vit de bout en bout, pas forcément d'ailleurs par rapport à une machine, parce que l'UX, ça peut être vraiment aussi une expérience face à une personne, face à un service, mêlant un parcours physique et puis un parcours digital. Donc c'est un peu plus large quand même que l'IHM, puisqu'on sort un peu des écrans. Voilà, quoi. Je sais pas si c'est ça la différence, mais on voit bien quand même que l'expérience, on prend en compte vraiment toute une comme une histoire en fait dans les interactions entre la personne et puis ce qu'elle va vivre à la fois avec la machine mais aussi avec le service. Donc c'est un peu plus large, moi je dirais, que l'IHM. D'accord. Bien, c'est une expérience. Comme tu es très positif, tu as assisté beaucoup sur des expériences plaisantes, mais il y a des expériences qui sont pas très plaisantes. On va y revenir tout à l'heure parce que il est possible. D'ailleurs, c'est tout le sujet de ce podcast, c'est de voir les erreurs les plus communes qu'on rencontre en expérience utilisateur, pour parler français, en user experience. Alors, il y a une deuxième question qui me titille avant d'arriver là-dessus. On parle du X et on parle de CX, d'ailleurs on se rencontre souvent sur ces sujets-là. Quelle relation, quel impact, quelle importance de l'UX sur la customer experience, l'expérience client? J'ai toujours eu du mal à faire la différence entre les deux, même si l'expérience client, on en parlait déjà avant qu'on parle de user experience, mais bon, typiquement on va dire que l'expérience utilisateur fait partie de l'expérience client. Alors où est la frontière entre les deux? C'est pas très très net en fait. Tu vois, nous on fait beaucoup de tests utilisateurs de sites ou d'applications marchandes, donc on demande à des gens d'aller se promener sur un site, d'ajouter des produits au panier, d'essayer de s'informer, de se renseigner, de se rassurer. On leur donne plein d'objectifs comme ça et puis on regarde ce qui se passe et en fonction de ce qu'ils font, ça nous permet de savoir s'ils comprennent ou pas l'interface, si elle est facile à utiliser ou pas. Et on voit bien que c'est aussi de la customer experience, c'est aussi de l'expérience client, parce que quand quelqu'un regarde, je sais pas, une fiche d'information sur un produit complexe comme une assurance ou une mutuelle, l'ergonomie, elle est influencée par le contenu, c'est-à-dire le texte ou les visuels, et vice versa. Si on a une mauvaise ergonomie, la personne ne va pas bien comprendre le contenu, donc il va pas bien comprendre l'offre. Donc tout ça, c'est de l'expérience client. Donc moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de différence entre les deux. Avant, peut-être, parce qu'avant, les choses n'étaient pas si mélangées. Donc avant, quand je dis avant, c'était il y a une dizaine d'années, donc c'est quand même assez vieux déjà, mais il y avait des UX designers qui travaillaient uniquement sur machine. Bon, maintenant, on sait que les gens regardent... quand ils vont sur le web, ils vont à la fois sur leur mobile, sur leur ordinateur, ils vont aussi en magasin. Donc on prend tout ça en compte aussi. Ça peut être aussi de l'UX quelque part, même si en France c'est pas encore complètement le cas, mais en tout cas la différence elle est pas énorme. Alors après, moi je mettrais dans l'UX tout ce qu'il y a dans la CX, tu vois, ne serait-ce qu'une interaction avec un helpdesk, tu vois, ou avec un support téléphonique, ou tu vois, typiquement vraiment les assurances, je trouve que c'est vachement intéressant de ce point de vue-là, quand tu essaies d'appeler un service ou un service après-vente et que tu essaies de te débrouiller avec pour arriver à te faire rembourser un produit défectueux. Pour moi, c'est de la user experience, parce que en fait, tu peux appliquer complètement les méthodes de la user experience pour améliorer ton service, mais c'est aussi l'expérience client, parce que finalement, c'est quoi au final? C'est bien un client devant un marchand qui vit quelque chose avec son marchand. Donc pour moi, c'est assez proche, même si l'UX, j'aurais tendance à dire, c'est un peu plus dans le monde numérique, et le CX, c'est plus global, quoi. Voilà. Mais ouais, je trouve que ça a tendance à se fondre de plus en plus. Moi, je sais jamais quel terme utiliser en fait. Souvent, j'hésite entre les deux, quoi. J'ai envie de dire c'est la CX. C'est un peu moins connu comme terme, c'est un peu moins à la mode. Alors du coup, je préfère utiliser UX, mais il n'y a pas tant de différence que ça, je pense. Ouais, et puis c'est vrai que sur le web, au sens large, l'UX, c'est presque le recouvrement parfait avec le CX, quoi, parce que c'est là qu'on voit qu'on a l'interaction avec la marque, ou non d'ailleurs. Parce que tu parlais de contacter le support, il y a pas que les assureurs, il y en a un bon paquet qui sont champions du monde pour cacher les informations de contact. Ouais, tout à fait. Ils font un concours d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Mais c'est fait exprès, bien sûr, puisque un bon moyen de pas se faire trop contacter, c'est de mettre son numéro de téléphone dans le bas de la page ou bien caché au fin fond des FAQ, évidemment. Et ça, beaucoup d'entreprises le font, et pas les moins connues. Même les très grosses entreprises, c'est très difficile. Par exemple, je sais même pas si c'est possible de trouver un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un chez Ikea, par exemple. Il faut vraiment chercher loin pour le trouver, ou chez PayPal, par exemple. C'est très compliqué. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on se demande si est-ce que c'est un dark pattern, est-ce que c'est vraiment une volonté de desservir le client, ou est-ce que c'est un moyen plutôt d'utiliser l'UX, parce que c'est vraiment l'UX en fait, c'est-à-dire que en fait on lui rend difficile d'accès à une information, mais c'est fait exprès, parce que si on lui rendait facile, ce serait ingérable en fait pour le marchand, il serait inondé de coups de téléphone. Alors la question est de savoir justement qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie de faire gérer au web une grande partie des appels entrants, ou est-ce qu'on le fait passer par le téléphone? Et la tendance actuelle, c'est évidemment d'éviter un maximum d'avoir des contacts humains entre les utilisateurs quand on parle du web, parce que ça coûte alors, est-ce que ça coûte plus cher? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus compliqué de gérer des contacts avec des personnes humaines qu'avec des machines. Mais c'est un vrai débat, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une marque, moi je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très très bien, qui est très intéressante, c'est la Maïf, où vraiment ils ont un support téléphonique qui est incroyable, qui est hyper bien connecté avec le web, où tu vois, tu peux très facilement trouver un contact, et puis quand tu les as, t'as l'impression qu'ils te connaissent déjà, enfin tu leur donnes une info ou deux, ils arrivent à retrouver très vite ton dossier ou pas, enfin ils arrivent à faire quelque chose qui est vraiment très, j'ai utilisé un terme anglais, très smooth, très fluide entre le numérique et le téléphonique par exemple, hein, qui sont deux canaux de communication différents, et qui se rejoignent dans l'expérience utilisateur, parce qu'il ne doit pas y avoir de différence, et c'est tout le contraire, enfin sur beaucoup d'autres sites, c'est très différent. On voit que le téléphone, par exemple, c'est un canal qui est un peu mis de côté, qu'on essaie d'éviter au maximum parce que ça coûte trop cher de répondre aux gens au téléphone, que c'est trop compliqué. Mais pour moi, c'est un mauvais calcul, quoi. Il faut arriver à être bon sur tous les canaux à la fois, quoi. C'est clair que ça coûte cher d'avoir des clients, mais ça coûte encore plus cher de ne plus en avoir. Et justement, on va voir ici, entre UX et CX, puisque les deux se recouvrent un peu, quelles sont les erreurs les plus communes que l'on rencontre. Alors, on va commencer peut-être par les sites web. On verra les sites marchands après, mais d'abord les sites web. Alors les erreurs les plus communes, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. Je vais essayer plutôt de dire les erreurs majeures, mais il y en a une qui me semble une erreur classique, qui est pas vraiment une erreur d'ergonomie, mais qui est une erreur plutôt de comment on fait un bon site. La première erreur, c'est de jamais tester son site avec des utilisateurs, c'est jamais de regarder ce qui se passe sur son site. Moi, ça fait 10 ans plus de 10 ans, ça fait 12 ans que j'ai créé mon agence Expérience. Je l'ai créée en 2010 pour permettre à des entreprises de e-commerce notamment de faire tester leur site par des vraies personnes, puis de regarder ce que font les vraies personnes une à une avec une caméra, etc. Puis de regarder ce qu'elles faisaient. Et c'était vraiment amusant. Moi, je me souviens notamment, j'avais même fait pour 3 Suisses, Feu 3 Suisses. Hein, je sais pas si beaucoup s'en souviennent encore aujourd'hui. C'était quand même l'acteur numéro 1, un des plus grands acteurs de la vente à distance quand même en France. Et je me souviens très bien on avait testé leur site, et avec des vrais testeurs, ils l'avaient jamais fait. Ça, c'était un petit peu avant 2010. Et ils étaient sûrs que leur site était vachement bien fait, qu'il n'y avait aucune erreur d'ergonomie, que c'était facile de s'y retrouver, qu'on trouvait facilement des produits. Et là, d'un seul coup, ils réalisaient, en voyant ce qui se faisait avec les testeurs, que en fait, c'était tout le contraire de ce qu'ils pensaient, que c'était très difficile de s'y déplacer, de trouver un produit, que le tunnel de commande était compliqué, etc. S'il y a des gens de 3.6 qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont participé à ces tests, je ne sais pas ce qu'ils pensent de ce que j'ai dit, mais en tout cas, à l'époque, je pense que ça les avait vachement remués, qu'ils avaient compris qu'on ne pouvait pas se fier qu'aux statistiques d'un site pour essayer de comprendre ce qui se passait dessus. Et maintenant, on est quand même plus de 10 ans plus tard, et les choses ont quand même bien évolué. Aujourd'hui, énormément de sites, énormément d'entreprises testent leur site web, mais beaucoup ne le font pas encore. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on le fait pas une fois de temps en temps, c'est-à-dire au moins une fois par an, on risque de passer à côté de beaucoup de choses, parce que c'est vraiment en regardant les gens de près, les humains au microscope, qu'on arrive à comprendre et à déceler à la fois les choses qui vont, ça c'est important de savoir ce qui va, parce que souvent on ne sait pas ce qui va bien, et évidemment de voir les choses qui vont pas. Et ça c'est important, d'avoir cette espèce de vue objective de ce qui se passe sur son site, parce que par défaut, souvent, on se fait beaucoup d'idées préconçues, alors on se fie au Web Analytics en disant tiens là il y a un problème, mais on ne sait pas quel est le problème, alors que c'est pas forcément un problème. Donc si je devais répondre à ta question, la plus grosse erreur et la plus commune, c'est celle-là, c'est de pas vérifier avec ses utilisateurs finaux ce qui se passe vraiment sur son interface. Et ça, c'est vrai de
tous les applicatifs, et plus c'est compliqué d'ailleurs, plus il y a intérêt à le faire. Autant dans le e-commerce, on va dire que c'est un peu balisé, hein, le chemin, c'est conventionnel, on sait à peu près comment il faut faire un site de e-commerce, mais dès que tu crées une application, que tu crées un site web un petit peu, avec un parcours un peu innovant, un peu compliqué, tu vois, imagine que tu inventes un service nouveau sur Internet, tu vois, je pense à Doctolib, là, qui a étoffé son équipe d'UX magnifiquement en quelques années, mais ils ont quand même créé un service qui était innovant. Si tu le fais pas tester régulièrement par tes utilisateurs finaux, c'est-à-dire par tes médecins, par tes clients, etc., tu risques de pas avancer du tout, de pas savoir ce qui va pas sur ton application, et de tourner en fait d'avancer à l'aveuglette en fait, tu vois. Et donc pour moi ça c'est vraiment la chose la plus commune. Après une fois que tu as passé cette étape-là, alors il y a plein d'autres erreurs que tu peux faire, mais de faire des tests utilisateurs c'est vraiment la base, et c'est vraiment ce qui permet de bien déblayer le terrain. Et après les erreurs les plus communes, c'est des erreurs comment dire, il y en a tellement, mais ça peut être des erreurs de wording. Souvent c'est assez impressionnant de voir parfois à quel point les mots peuvent être bloquants pour les personnes. J'ai pas d'exemple récent en tête, mais c'est vraiment des fois très bizarre, hein, tu vois. Il suffit de mettre commune à la place de ville dans un formulaire d'adresse. Il y a des gens qui vont pas comprendre, qui vont s'arrêter là, ils vont dire mais qu'est-ce que ça veut dire. Je me souviens aussi à une époque on aimait bien mettre des grands menus, tu sais, des grands menus, on appelait ça des méga menus déroulants sur les entêtes des sites e-commerce, et en fait ces menus empêchaient en fait de cliquer sur la page, en fait ils cachaient toute la page. Donc ça c'était très gênant pour certaines personnes. Donc des erreurs il y en a énormément, il n'y a pas d'erreurs majeures, il y a plus des bonnes pratiques. Ouais. Puisque tu parles de wording, j'aurais presque envie de sauter sur l'occasion pour dire aussi, pour fustiger gentiment, bien entendu, tous ces marketeurs qu'on aime bien et qui utilisent le franglais à profusion. Le franglais qui a deux caractéristiques: il n'est compris ni par les Français ni par les Anglais. Comme ça, le problème est réglé. Tout le contraire de ce que doit faire l'UX. Mais ça, c'est très intéressant parce que vraiment, les mots, pour moi, c'est sûrement une des choses les plus importantes sur la conception d'une bonne expérience utilisateur. Et c'est vrai qu'une des règles, ce qu'il faut faire, c'est vraiment arriver à trouver un langage qui soit le plus simple à comprendre pour tout le monde. Donc, éviter effectivement tout ce qui est jargonnant, ça c'est évident, mais aussi éviter un langage marketing un peu factice, tu vois, comme on pouvait trouver à une certaine époque dans les catalogues UAD ou dans les publicités, qui sont des choses qui parfois veulent rien dire pour les utilisateurs, ou qui sont difficiles à comprendre. Puis après, l'UX, c'est quand même un métier dont l'objectif est de permettre à tout le monde d'utiliser les outils du numérique, et c'est pour ça que encore une fois il faut essayer d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre, qui soient extrêmement précis, hein. C'est un peu comme un juriste, hein. Le juriste il n'a pas 3 mots pour dire une chose, il en a qu'un en général, et en UX c'est pareil, il faut que tu trouves le bon mot qui va permettre de fédérer un maximum de monde, et ça oblige, si je reviens sur la question des tests utilisateurs, à savoir vraiment tester avec tout type de public qui vont ça va des gens, on va entre guillemets normaux, hein, qui ont une certaine expérience du numérique, à des gens qui ont moins d'expérience, à des gens qui ont des handicaps, qui sont malvoyants ou qui ont des problèmes psychologiques, des dyslexiques, etc. Donc c'est un métier très complexe à ce niveau-là. Okay. Donc premièrement, ne pas tester. Deuxièmement, choisir les mauvais mots. Est-ce qu'il y a un troisième point, peut-être sur les images, peut-être c'est ne pas optimiser ses médias. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup. Tu as beaucoup de sites avec beaucoup d'images, de vidéos, ou parfois beaucoup de code inutile. Et une des grosses erreurs qu'on va retrouver dans beaucoup de sites, c'est trop de code, trop d'images pas optimisées, pas allégées, trop de vidéos pas optimisées, trop de choses qui mettent trop de temps à se charger. Et cette erreur, elle est souvent faite par les agences, parce que souvent dans les agences, on a du beau matériel, on a des iMac, des machines très rapides, des super iPhone dernière génération, parce que c'est notre truc. Puis on teste là-dessus, puis on se dit, ouais, ça marche, c'est très bien. Puis on oublie juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont des connexions Internet un petit peu pourries, hein, tout le monde n'a pas la 4G, même si aujourd'hui la couverture elle est quand même assez grande. Mais même si on a la 4G, on n'a pas forcément un super débit. Tout le monde n'a pas l'iPhone 13 ou 14, hein, je ne sais plus à quel numéro on en est, mais il y a plein de gens qui ont aussi, oui. Ouais, il y a plein de gens qui ont du vieux matériel, qui ont des Android qui sont pas très rapides, et souvent on se rend pas compte à quel point très rapidement ce qu'on n'a pas optimisé se transforme en temps d'attente, en temps de téléchargement sur les sites, et très notamment sur mobile, hein, qui est quand même aujourd'hui le terminal préféré des Français. Hein, sur certains sites, on est quasiment à 100% de trafic sur mobile. La part du mobile ne fait qu'augmenter. On a des sites qui sont pas optimisés pour mobile, ça se ressent tout de suite.
vite, et donc c'est très vite insupportable pour l'utilisateur, qui va pas réfléchir très longtemps à l'utilisateur. Si ça va pas assez vite, il va vite aller voir ailleurs sur des sites qui sont optimisés, notamment avec des images allégées, des vidéos plus courtes, plus optimisées, ou même des sites sans vidéo, parce que la vidéo c'est quelque chose qui prend beaucoup de bande passante. Donc ça c'est typiquement quelque chose qui est une grosse erreur qu'on peut voir souvent sur les sites de e-commerce. Il y a encore des gens qui conçoivent des sites web qui ne sont pas optimisés pour mobile. Ça existe encore? Je ne savais même pas qu'on pouvait encore le faire. Écoute, tu vas rire, mais même Google, des fois, n'a pas de site version mobile sur certaines de ses applications. Donc, non, c'est plutôt rare aujourd'hui, mais ce qu'on va retrouver peut-être encore assez couramment, c'est des sites mobiles qui sont une version 2 du site 1. C'était ce qu'on faisait autrefois, donc on a un site mobile, un site desktop. Aujourd'hui, la plupart des sites sont en responsive. Mais oui, on va trouver par-ci par-là des emails qui sont pas optimisés pour mobile. Tu vois, donc quand on crée un site ou une application sur un vieux site et puis qu'on n'a pas tout regardé, on va avoir des emails automatiques qui partent dans les boîtes aux lettres email mais qui sont pas optimisés sur mobile, donc qui vont être complètement illisibles par exemple. Donc ça, je pense que c'est des choses assez fréquentes. Mais des sites plus du tout optimisés pour mobile, c'est quand même rarissime. Mais après, on va retrouver des erreurs comme des menus beaucoup trop longs. Tu vois, autant un menu très long sur un écran d'ordinateur, c'est supportable parce qu'il y a de la place. Ça va être beaucoup moins sur un mobile où il y aura tout intérêt à optimiser la taille du menu et à peut-être mettre moins d'items, tu vois. Ça, c'est une erreur qu'on va retrouver assez couramment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore sur mobile? Des pages trop longues, tu vois, qui paraissent courtes sur desktop mais qui vont être trop longues après sur mobile, même si aujourd'hui la tendance au scroll elle ne se dément pas, n'empêche que des fois ça va être trop long et des contenus importants qui vont être visibles au-dessus de la ligne de flottaison sur desktop vont se retrouver très très loin en bas d'une page de mobile, par exemple, des choses comme ça. La priorité, c'est vraiment le mobile aujourd'hui, tu vois, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre la priorité. Absolument. Je vois même sur les sites B2B et sites d'information B2B, c'est impressionnant, alors que c'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Ouais, tout à fait. Une forte proportion de lecteurs sur mobile. Alors, ok, on a vu les sites web. Les sites web marchands font partie des sites web, mais ils ont des particularités quand même. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on a travaillé sur un sujet, notamment autour de la recherche sur les sites marchands. Alors, dans les erreurs communes sur la recherche, qu'est-ce qu'on peut résumer ici? La recherche, c'est un vaste sujet parce que c'est compliqué de mettre en place une bonne recherche interne sur un site web. Les erreurs communes, déjà, juste si on parle d'ergonomie, c'est d'avoir un moteur de recherche qui est pas très visible, tu vois, alors si on parle de mobile, un site web, un champ de recherche qui n'est pas en haut de la page, par exemple, qu'on a du mal à trouver, c'est quand même une fonction qui est très utilisée par les personnes en général. Un champ de recherche trop petit, un champ de recherche qui ne fait pas de suggestion de termes de recherche. Après, un champ de recherche qui n'est pas optimisé pour la lisibilité, tu vois, avec des polices de caractères trop petites ou avec un contraste trop faible. Ça, sur mobile, c'est rédhibitoire parce que tu as quand même des écrans qui sont minuscules. Donc si tu es dehors et que la lumière n'est pas super bonne, tu verras pas très bien ce que tu mets dans ton moteur de recherche. Et puis après, le moteur de recherche, encore une fois, c'est un problème compliqué, mais ça va être aussi un moteur de recherche qui indexe mal tes contenus, tu vois. Si je parle d'un site e-commerce, ça va être un moteur de recherche qui n'indexe que tes produits et pas les pages de contenu d'information. Ça, ce serait une erreur, je trouve, assez majeure. Parce que, en fait, le problème avec les moteurs de recherche, c'est que tout le monde est habitué à Google, qui est de plus en plus performant avec le temps. Donc les habitudes souvent se forment sur Google et sur Amazon et sur des gros sites leaders comme ça. Donc avec un moteur de recherche interne, on peut être très vite déceptif si on n'arrive pas à suggérer des produits, par exemple en e-commerce, pour faire gagner du temps aux utilisateurs. Donc aujourd'hui, le moteur de recherche interne sur un site de e-commerce notamment, c'est un sujet à part entière qu'il faut traiter presque comme si tu devais concevoir un site en plus, je dirais. C'est un peu exagéré, mais c'est pas totalement faux, parce que c'est très facile d'être très déceptif avec un moteur de recherche. Ok. Bon, moteur de recherche, premièrement. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont importants sur les sites marchands ? Sur les sites marchands, aujourd'hui, moi je dirais, ce qui est important, c'est de se mettre à la norme. Aujourd'hui, on va pas se mentir, tous les sites marchands se ressemblent. Enfin, ils sont vraiment tous construits à peu près de la même manière. Donc ça veut dire savoir respecter
les conventions à propos des sites marchands. Et puis après, pour moi, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est d'arriver, à aider les utilisateurs à très très bien trouver le produit qu'ils recherchent. Alors souvent, d'ailleurs, ils savent pas exactement ce qu'ils recherchent. Ça veut dire avoir des filtres à facettes qui soient personnalisés en fonction du contenu, de la gamme de produits. Hein, tu vois, moi, je suis encore tombé il y a pas très longtemps sur un gros site d'aménagement maison, de meubles. Il n'y avait pas de filtre à facettes selon les catégories de produits, donc on savait pas si c'était quand on cherchait un canapé, on pouvait pas filtrer, par exemple, sur le nombre de places du canapé. Donc ça, c'est quand même assez gênant. Basique, ouais. Voilà, c'est un basique, mais il n'empêche qu'on trouve encore des erreurs comme ça. Alors, elles sont pas forcément dues aux UX designers, mais plutôt à des problèmes techniques derrière. Mais on va voir ça. Donc ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et puis après, une autre chose vraiment importante, c'est bien montrer les produits. Les visuels sont extrêmement importants. Et ça veut dire des grandes photos, plusieurs photos pour le même produit. Et puis après, une fois qu'on a mis en avant les visuels, avoir des textes explicatifs qui soient clairs mais pas trop longs, qui soient bien mis en forme, police de caractère assez lisible, suffisamment de contraste, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de best practices, donc on va pas les citer tous. Alors, ok, on a vu les sites, je pense effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on a les essentiels. Les applications et notamment les applications mobiles, puisque c'est quand même l'essentiel aujourd'hui. Alors, quelles sont les grosses erreurs qu'on fait sur certaines applications mobiles ? Sur les applications, tu sais, c'est un peu la même chose. Hein. De toute façon, en plus, certains sites ont tendance à ressembler à des applications au bout du compte. T'as des applications qui sont des applications de e-commerce, mais c'est un peu les mêmes problèmes qu'on va retrouver. Mais si on part plus spécifiquement de mobile, moi, je trouve que les erreurs qu'on pourrait commettre, c'est par exemple des zones de cliquage. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Des zones de cliquage trop petites, par exemple, parce qu'on sait qu'on a besoin d'avoir quand même des choses assez grandes à pouvoir cliquer. Après, alors souvent sur les applications, on va retrouver des parcours un petit peu compliqués qui n'ont pas été suffisamment testés. Donc souvent, c'est imaginé dans la tête des UX et des développeurs, et puis c'est développé sans vraiment avoir été éprouvé au moyen de maquettes ou d'un prototype par rapport aux utilisateurs. Donc on va se retrouver avec des cheminements un petit peu compliqués. On a moins le problème des temps de téléchargement sur les applications, ça c'est l'avantage. Oui, il n'y a pas un sujet aussi, je pense à une application de voyage bien connue qui vient de changer, je ne la citerai pas pour ne pas en rajouter, parce que je pense qu'elle se fait déjà pas mal bâcher, des fois c'est un peu méchant d'ailleurs. Mais alors, à chaque fois que j'arrive sur cette application, il veut absolument me montrer tout un tas de splash screens, là, d'écrans intermédiaires, et il veut absolument me faire des tutoriels de je sais pas quoi, alors que je suis pas intéressé, je veux aller voir mes billets, et voilà, je veux juste voir mes billets. Je ne demande pas plus, mais ça a l'air très compliqué. Ouh là là. Oui, c'est intéressant ce sujet-là, parce que quand on a beaucoup de visiteurs sur un site, hein, et là on parle de plusieurs millions par an, voire peut-être par mois, je sais pas, quand on est aussi quasiment l'unique acteur, hein, sur un marché, donc on évite effectivement la cible des critiques. Et puis aussi quand on est c'est important ça de le savoir et de le comprendre, c'est que quand on est sur des systèmes qui sont sans doute antédiluviens, je parle de système informatique, hein, quand on a un site qui est reposé sur des appels à des API ou des routines ou des services qui sont anciens, faut quand même bien comprendre que c'est extrêmement difficile d'arriver à faire évoluer ce site, et a fortiori c'est très difficile quand on fait un changement brutal comme c'est le cas récemment. C'est très difficile parce que évidemment plus le changement est brutal, plus on s'expose au risque de créer du mécontentement. Alors autant du point de vue fonctionnel que du point de vue UX, expérience utilisateur. J'en avais déjà parlé, j'avais fait une grosse conférence là-dessus il y a 2 ans, mais effectivement il y a des choses à ne pas faire quand on met à jour une application. Moi je trouve c'est changer trop radicalement l'expérience utilisateur. Quand on a des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs qui utilisent votre application 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. Alors nous on est des professionnels en plus, donc on l'utilise sûrement même beaucoup plus que ça en fait. Donc on est très sensible au changement. Évidemment, à partir du moment où vous changez radicalement tout ce qui a été fait auparavant, vous générez automatiquement de la satisfaction. Enfin ça c'est inévitable, hein. Il n'y a pas de magie dans ce domaine-là. Donc vous avez vraiment intérêt à préparer le terrain en amont, et c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire à cet acteur et à un autre. Après, est-ce qu'on peut lui faire ce reproche-là ? Il fait son métier, hein, comme il peut, mais ce qui est certain, c'est que
moi j'ai pas vu, mais est-ce qu'il y a eu de la préparation en amont, tu vois, quand tu changes une application comme ça, tu vois, tu fais des tests sur des petits segments d'utilisateurs. Alors, j'imagine qu'ils l'ont fait, mais c'est pas évident à gérer. Moi, je me rappelle c'est pas Instagram, mais Snapchat, il y a quelques années, qui avait testé, qui avait changé un petit bout de son menu, qui avait caché une fonctionnalité. Alors moi, je suis pas utilisateur de Snapchat, mais ils avaient caché, alors, je sais plus quoi, une fonctionnalité qui était très importante pour la plupart des utilisateurs. Ça avait créé un buzz négatif. Beaucoup d'utilisateurs s'étaient plaints parce qu'ils trouvaient pas aussi facilement qu'ils voulaient leur fonctionnalité. Et puis cerise sur le gâteau, je sais plus si c'était Kim Kardashian ou sa sœur qui avait fait un tweet lapidaire pour dire c'est nul Snapchat, ils ont changé leur interface, moi j'utiliserai plus. Snapchat avait perdu 1 ou 2 milliards en bourse dans la foulée. Donc c'était ceux qui cherchaient l'impact de l'UX sur le sur le revenu, là ils ont trouvé là. Ah mais c'est énorme, c'est énorme. Et donc ça a été assez catastrophique. Bon, le coup a été rattrapé par la suite, mais ça montre à quel point d'ailleurs c'est très difficile de faire évoluer une application quand il y a beaucoup d'utilisateurs, quand ça repose sur des stats techniques très anciennes. Donc c'est pas simple. Alors ce qui est sûr, c'est que il faut y aller progressivement, il faut tester sur des petits panels au fur et à mesure. Mais même ça, c'est pas la garantie de réussir. Il faut prévenir à l'avance que ça va changer. Faut permettre aux gens de revenir en arrière. Et alors, juste pour revenir sur ton histoire de publicité, moi je trouve ça assez horripilant maintenant, mais c'est pas moi qui vais critiquer le business model des applications. Je sais bien qu'il y a des gens qui vivent de la pub, qui vendent de leurs billets de train, qui vivent de leurs abonnements. Alors comment tu fais ? Est-ce que tu mets de la pub ou pas en splash screen ? J'en sais rien. Google aime pas ça. En tout cas, sur les sites web, Google a tendance à bannir ce genre de choses. Sur les applis, là, c'est sur une application, mais c'est même pas de la publicité d'ailleurs. C'est juste un tutoriel. Ils ont bien voulu faire. Censé t'aider, mais qui t'as pas envie d'être aidé, mais tu vas être aidé quand même. Ouais. Mais il y a une question que je me pose quand même sur cette ergonomie et sur la perception de cette ergonomie, parce que tu parlais du swipe tout à l'heure, qui est classique sur Snapchat et sur toutes les applications modernes, et c'est quelque chose qui paraît assez naturel pour les jeunes générations. Enfin, ça doit être une grossière généralisation, dont on m'excusera. Et pour les générations un peu plus anciennes, c'est quelque chose qui paraît incompréhensible. Et je dois avouer humblement, en dehors du fait que Snapchat ne m'intéresse, mais alors absolument pas. J'ai un mal de chien à naviguer dans cette application. Je n'y arrive pas, quoi. Je comprends pas comment ça fonctionne. Pourtant, j'ai l'habitude de swiper sans arrêt sur mon iPhone, donc puisque maintenant toutes les commandes sont par swipe. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais aussi, quelque part une habitude ? On crée une habitude et finalement, ce qui fait que quelque chose est ergonomique, c'est qu'on y est habitué. Et c'est pas forcément que ce soit facile à utiliser, mais quand on a pris l'habitude d'utiliser quelque chose de bizarre, le bizarre finit par devenir la norme. Ah mais complètement. De toute façon, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de règles en ergonomie. Il y a toujours des best practices, il y a effectivement des conceptions en design qui sont meilleures que d'autres. Mais la réalité, c'est que en fait, tout dépend un peu de l'histoire de l'interface, du contexte. Et, même si on a l'impression que quelque chose est facile, on a l'impression que c'est naturel, que ça a bien été conçu, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Il suffit pour s'en rendre compte. On parlait tout à l'heure de l'univers Mac. Il suffit pour quelqu'un qui est habitué à l'univers Mac d'aller sur l'univers Windows, il va se retrouver très vite en difficulté en fait. Et il va dire Windows c'est pas bien en termes d'ergonomie, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait il n'est pas du tout habitué, c'est pas exactement la même façon de naviguer. Là je juge pas la qualité des deux univers, mais passer de l'un à l'autre c'est compliqué. Donc effectivement, pourtant, il y a de moins en moins de différences, mais il y a des gens qui sont encore perdus. Même s'il y a des gens qui sont perdus uniquement parce que l'arrobase n'est pas au même endroit. Tout à fait. L'histoire du clavier, elle est connue. Le clavier qu'on a devant nous, là, le AZERTY ou le QWERTY, l'ordre des touches, il avait été conçu à une époque où il n'y avait pas encore de claviers comme ceux qu'on a aujourd'hui. C'était des claviers à marteau ou à boule, enfin je sais pas. Et l'histoire dit que ces claviers-là avaient été optimisés pour ralentir la frappe des secrétaires, pour pas que les marteaux s'entremêlent. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, et c'est discuté. C'est discuté. Et en tout cas, si c'est vrai, on a quand même gardé ces claviers qui sont pas les plus rapides du tout. Et puis il y a eu plein de tentatives on voit de temps en temps, on voit apparaître des claviers innovants qui nous promettent de taper 150
50% plus vite que les claviers actuels. Il y a eu le fameux clavier Dvorak à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui, alors soi-disant, qui sont plus ergonomiques, mais qui n'ont jamais pris parce que les habitudes étaient installées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le web aujourd'hui. Les habitudes se forgent globalement là où il y a plus d'utilisateurs, donc sur Google, sur Amazon, sur des sites, sur la SNCF par exemple, et sur d'autres. Et à chaque fois, en fait, on va juger l'expérience qu'on vit à l'aune de ces sites. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps de ça, on testait des sites mobiles de e-commerce avec des personnes tout à fait normales, classiques, ignorantes des choses du numérique. Oui. Et on avait une dame qui nous a dit je comprends pas sur ce site-là, j'y arrive pas, c'est pas comme sur Amazon. Voilà, donc tout était dit. Elle était habituée à commander en permanence sur Amazon, et quelque part, comme elle retrouvait pas ses habitudes, elle trouvait que c'était mal fait. Alors, c'est pas que c'était mal fait, c'était sans doute très bien fait, mais pas avec les mêmes utilisateurs. Donc du coup, elle s'y retrouvait pas. Non, c'est intéressant ces histoires de clavier d'ailleurs. Pour prolonger ce que tu viens de dire, en fait, pour les gens qui sont familiers des allocutions présidentielles, j'ai entendu dire souvent qu'il y avait des erreurs de transcription pendant les allocutions, mais en fait, c'est pas du tout de la transcription, ce sont des gens qui tapent en temps réel, et ils tapent avec ce qu'on appelle un vélotype. C'est un type de clavier qui n'est pas un clavier AZERTY. Je l'ai devant les yeux, là, ça commence par PKITJO, enfin, c'est un clavier qui est en deux parties, et sur lequel on tape plusieurs lettres à la fois, en fait. On tape par des syllabes, et on tape avec les paumes, enfin, c'est très compliqué, mais en même temps, ça permet de taper très très vite. Enfin, c'est une invention néerlandaise, d'ailleurs. Voilà, peut-être une autre solution, c'est qu'il prépare son discours à l'avance, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Peut-être aussi une autre question d'ergonomie. Alors on va finir, parce qu'on a dit, l'UX, ça s'applique à plein de choses et pas seulement à des programmes informatiques, et ça peut s'appliquer aussi à des newsletters. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les newsletters ? Alors c'est toujours un petit peu compliqué les emails, mais bon, tout le monde sait très bien, en tout cas tous les gens du marketing savent très bien que déjà il faut avoir un objet qui soit accrocheur, mais ça c'est peut-être plus du marketing que de l'ergonomie ou de l'UX. Et après, on va se retrouver avec toujours un petit peu les mêmes règles. Finalement, c'est sans doute d'éviter d'avoir des contenus trop longs, c'est en tout cas mettre le sujet d'intérêt en relation avec le titre le plus en haut possible de la page, avoir un call to action, un bouton d'action principal qui soit aussi très, très vite visible, si possible au-dessus de la ligne de flottaison, même si c'est toujours plus difficile à contrôler sur les emails que sur d'autres types d'interfaces. Éviter d'avoir des médias trop lourds, bien sûr. Moi, j'ai vu passer ces derniers temps, c'était un peu la mode, là, des emails personnalisés avec de la vidéo personnalisée. J'ai vu ça sur ordinateur, je suis pas sûr que sur mobile ce soit une très très bonne idée, parce que à mon avis ça met un peu de temps à se télécharger et s'afficher. Et puis après on va retrouver toutes les règles classiques, police de caractère pas trop petite, des contrastes suffisants, sans doute une écriture aussi travaillée. Alors est-ce que c'est spécialement pour les emails ou pas, je sais pas, mais en tout cas il faut essayer d'écrire avec des phrases plutôt courtes, plutôt directes, sans faire trop de fioritures ni de littérature. Ça peut toujours être bien, mais disons qu'il vaut mieux éviter, parce que la grosse complexité pour les emails, c'est d'arriver à capter l'attention, en fait. On regarde les emails très très vite, quand on les ouvre, on veut avoir tout de suite quelque chose qui nous intéresse, donc il vaut mieux être bref, incisif. Donc les emails doivent pas être trop chargés en texte ou en bloc de texte trop lourd, sauf si c'est des emails vraiment comme ça qui sont destinés à distiller de l'information. Je pense en fait à la newsletter une des newsletters de New York Times, où il y a vraiment des articles entiers, mais on s'abonne pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'abonne à ces emails-là, on sait d'avance que dedans on va avoir des contenus et qu'on va rester dans l'email pour lire les contenus. Ouais. Mais si c'est pas le cas, c'est évidemment quelque chose qu'il faut proscrire, des choses beaucoup trop longues, trop lourdes. Et puis il faut aussi travailler pas mal sur les visuels. À mon avis, pas trop de visuels sur les emails, quoi, parce que ça prend vite beaucoup de place et ça rend vite compliqué la lecture de l'email. Tu disais, on aime bien voir quelque chose qui nous intéresse. Donc je suppose que la personnalisation, et là je parle de la personnalisation du contenu, pas simplement de la pseudo-personnalisation qui consiste à dire bonjour Olivier. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on devrait passer beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de marketeurs qui passent du temps sur la personnalisation de leur mail. C'est une vraie question. C'est aussi une question du X, tu vois, comme quoi ça ressemble vraiment beaucoup à la CX. On a tendance à dire qu'il faut personnaliser les contenus en fonction des publics. Ça semble évident. Après, c'est vrai que c'est pas facile à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit énormément d'emails. 9 fois sur 10, ça tombe complètement à côté de la plaque. C'est une bonne idée de personnaliser, mais il faut vraiment faire l'effort, parce que c'est vrai que c'est pas juste en mettant cher Olivier ou cher Yann.
C'est vrai que ça montre le taux d'ouverture, je le sais, j'ai entendu dire ça, bon voilà, mais c'est trop basique en fait. Et là, je repars sur le web, mais tu vois, j'avais une discussion hier avec un directeur d'agence SEO, on parlait SEO et on parlait du UX et des SEO, on parlait de spécialisation des contenus, c'est-à-dire sur un même site, c'est écrire plusieurs types de contenus qui tournent autour du même sujet. C'est une forme de personnalisation, moi je trouve, tu vois, comme... j'imagine un site qui parle d'un sèche-cheveux innovant, tu aurais une page sur les caractéristiques techniques du sèche-cheveux, mais aussi une page sur les gens qui utilisent le sèche-cheveux et qu'est-ce qu'ils en font avec, une page sur, je sais pas, l'histoire du sèche-cheveux, tu vois. C'est une forme de personnalisation, d'adaptation des contenus aux intentions et aux recherches des internautes. C'est sans doute vers ça qu'il faut tendre, parce que essayer de personnaliser à tout prix pour tout le monde, je pense que c'est très, très compliqué, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait faire ça. Par contre, essayer de travailler sur des contenus personnalisés pour des grands groupes d'utilisateurs, c'est peut-être un peu plus malin. Parce qu'en fait, le point bloquant n'est pas la technologie, parce que personnaliser beaucoup de contenu pour beaucoup de personnes, c'est pas vraiment un problème technologique. Non. Là où il y a un problème, c'est sur la création des contenus. Il faut qu'il y ait des contenus qui soient pertinents et qui soient intéressants. Donc, Exactement. Et ça, c'est très long à faire, c'est très phagocyteur de temps, c'est évident. Ouais. Donc en fait, ta recommandation là, c'est plutôt de segmenter ces contenus en différents types de grandes catégories. Et je suppose ces grandes catégories, bien c'est toujours pareil. Il faut observer, passer du temps à observer, à discuter avec ses clients. Exactement. Mais là, c'est un peu c'est presque de la communication. Yann, en fait, c'est bien qu'en communication, il faut savoir cibler ses messages et les adresser aux bonnes personnes, et on n'a pas forcément le même discours en fonction des gens. Eh bien, voilà, fort de ces conseils, merci Olivier. Nous allons pouvoir mettre nos amis marketeurs sur les bons rails. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast avec Marie-Evelyne Gauze, qui a balayé les aspects de cycle de vie et de parcours client et qui nous a dispensé 4 conseils fondamentaux. Eh bien, je suis avec Marie-Evelyne Gauze d'Emarcis. Vous êtes Services Consultant. Bonjour Marie-Evelyne. Et nous allons faire suite à ce podcast d'Olivier Sauvage sur l'UX. On va lui donner son pendant sur l'expérience client, donc c'est le CX dont on va parler ici plus particulièrement. Et alors là, ici, on va voir d'ailleurs les choses qui sont à faire pour bien réussir son expérience client. Alors d'abord, je pense que vous avez quelque chose à nous dire sur le cycle de vie du client qui permet de cartographier son parcours. La première chose à faire quand on veut utiliser son cycle de vie pour cartographier son parcours client, c'est de comprendre ce cycle de vie. Et la clé pour le comprendre, c'est tout simplement les données. Pour que les marques puissent placer les clients au centre de ce qu'elles font, elles doivent comprendre qui sont ces clients, y compris leurs objectifs, leurs motivations, leurs habitudes. Quels sont les moments d'interaction avec la marque qui comptent pour ces clients? Comment, quand et où ils préfèrent s'engager avec la marque? Lorsque vous savez tout cela, vous pouvez segmenter votre public, vous pouvez vous adresser aux clients de manière plus personnalisée, vous pouvez diffuser des messages au moment opportun et engager ces clients-là avec un contenu pertinent. Et donc, en rassemblant toutes les données comportementales, transactionnelles, démographiques sur une seule plateforme, avec de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, les marques peuvent construire des parcours vraiment étonnants. Alors, ce que vous me dites est assez évident si je suis dans un magasin, parce que je peux demander à la cliente, par exemple, quelles sont ses préférences, et puis, au travers de questions et de réponses, je vais comprendre comment mieux la servir. Mais comment fait-on ça à grande échelle? La meilleure méthode pour le faire, c'est vraiment de consolider les données qu'on va pouvoir récupérer ici et là. Donc, tout ce qui est données de first party, donc les first party data, tout ce qui est données qui est collecté directement sur les sites, toutes ces données-là devraient être consolidées. Et par cette consolidation et par les bons outils, on va pouvoir avoir un parcours client basé sur un cycle de vie. Alors, venons justement à la façon de façonner ce parcours client afin d'offrir une expérience client sans égale. C'est compliqué en fait de dire voilà la méthode, parce que le parcours client va varier de manière considérable en fonction de la niche. Je vais vous donner 2 exemples. On a un client qui s'appelle Charbroil. Ce sont des spécialistes du barbecue. Ils ont des clients qui ont un cycle de vie qui est plutôt long. Et donc pour favoriser une relation à long terme et fidéliser leurs clients, ils ont construit un parcours client autour de contenus utiles et pratiques. De cette manière, ils arrivent à aider les clients à maximiser leur achat tout en renforçant la confiance dans la marque. Mon deuxième exemple, c'est Pizza Hut.
On a aidé Pizza Hut à augmenter l'engagement de ses clients et à les fidéliser par des moyens qui sont plutôt différents. Eux, ils s'appuient sur des campagnes de cycle de vie, telles que des welcome, des abandons de panier, de navigation, des win-back, de manière plutôt standard. Cela leur permet d'atteindre un délai de rentabilité rapide et aussi à stimuler la fidélité chez les clients. En résumé, une expérience client inégalée doit tourner autour d'un élément clé, le client. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est par la donnée que vous allez pouvoir comprendre vos clients. La donnée, on comprend bien, c'est le nerf de la guerre. Alors, ça suffit pas. Il faut des outils, des tactiques et peut-être aussi quelques conseils pratiques que vous pouvez nous donner et que vous pouvez donner aux professionnels de l'e-commerce qui désirent offrir cette fameuse expérience client sans égale. La chose la plus importante dont un spécialiste du marketing en ligne a besoin, c'est une stack marketing consolidée. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt, les stacks marketing en silo constituent un obstacle majeur à un marketing efficace et à une expérience client exceptionnelle. Les spécialistes de marketing ont besoin de solutions qui sont unifiées, qui ont vraiment toutes les données qui y sont rassemblées. Cela va leur permettre de gagner du temps, d'améliorer leur compréhension des clients et de générer un impact plus important sur les revenus. Un des avantages de la plateforme d'engagement client Emarsys est qu'elle est livrée avec des tactiques, des automatisations préconstruites, prêtes à être utilisées et personnalisées. On a des dizaines de tactiques prévues pour chaque étape de l'entonnoir, de la relance abandon de navigation, des notifications de rupture de stock, jusqu'aux récompenses, par exemple, pour l'engagement sur le site web. Et donc, c'est vraiment un tout. Il faut de la donnée, mais cette donnée-là doit être consolidée et doit être utilisée via les bons outils. D'accord. Et ça nous rappelle d'ailleurs quelques exemples qui ont été donnés par Oxbow dans le webinaire que nous avons organisé il y a quelques semaines. Alors, on a parlé beaucoup des cookies ces derniers temps et des données first party. Quel est le rôle des données first party, donc les données en propre, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, dans la conception d'une expérience client de qualité? Je pense effectivement qu'il est important de définir ce que c'est que des données first party. En gros, les first party data, les données de première main si on veut totalement le définir en français, ce sont toutes les informations collectées directement auprès de l'audience, donc auprès de vos clients. Vu que ce sont les données que vous avez recueillies vous-même, ce sont les données les plus fiables. Les spécialistes du marketing peuvent les utiliser alors pour prédire le comportement d'achat. Et grâce à ces prédictions, ils peuvent favoriser l'achat au moyen de publicités ciblées et personnalisées. Ces données permettent également de mieux comprendre des clients, de les segmenter et de leur fournir un contenu contextuel. Les first party data vont aider à transformer des acheteurs uniques en clients finalement qui deviendront fidèles. Cela signifie qu'on aura plus d'achats répétés, une lifetime value qui sera plus élevée et surtout des revenus accrus. Bien sûr, un spécialiste du marketing ne peut pas gérer, comme vous le disiez un peu plus tôt, l'application de tout cela de manière manuelle pour des milliers de données ou voire des centaines de milliers de clients. C'est pourquoi une plateforme d'engagement client, c'est essentiel. Alors pour en arriver à ce résultat de qualité, il y a un processus, je suppose, et puis il faut du temps et des efforts. Alors comment procède-t-on ? Le temps et les efforts nécessaires à la réalisation d'expériences clients de qualité va finalement dépendre du fait que l'équipe marketing dispose ou non des outils nécessaires. Si les données sont éparpillées, comme je le disais un peu plus tôt, dans des silos, ou si la plateforme d'engagement ne gère pas tout ce qui est automatisation ou n'utilise pas de l'intelligence artificielle, pour être honnête, ça va être compliqué. Donc, on va vraiment avoir du mal à avoir des expériences clients de qualité. Il va falloir beaucoup de travail pour atteindre un niveau d'expérience finalement qui sera inférieur. Les responsables marketing n'ont en fait, comme on disait, ni le temps, ni les ressources à perdre. Les équipes sont petites, les budgets sont serrés et ils doivent faire plus avec moins. Dans un rapport, on avait constaté que 91% des spécialistes du marketing consacrent leur temps à la préparation et à la segmentation des données, au lieu de faire ce qu'ils veulent vraiment faire, à savoir mieux connaître les clients et les inciter à acheter. Imaginez maintenant que ce temps-là qui est utilisé aujourd'hui pour ces tâches soit libéré et que finalement la segmentation devienne quelque chose qui est automatisé par la plateforme d'engagement client. Ce serait vraiment quelque chose de bénéfique. Et donc pour faire plus avec moins, les responsables marketing ont besoin de bons outils d'engagement client. Eh bien merci Marie-Evelyne, et grâce à vous maintenant nous savons comment mettre en place une expérience client sans égale. Merci beaucoup. En conclusion de ce podcast, on voit bien que les deux sujets de l'expérience client et de l'expérience utilisateur sont clairement liés dans ce monde digital et phygital où la capacité à emmener un client d'un point A à un point B est fondamentale dans la réussite commerciale des entreprises
et en particulier des entreprises de distribution et du e-commerce. Il ne vous reste plus qu'à suivre les conseils de nos 2 experts et à soigner tout particulièrement votre expérience utilisateur et vos parcours clients dans le but ultime de fournir une expérience d'exception à vos clients. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.